Bonjour et bienvenue à cet épisode dominical du Devoir des Anneaux, la petite pause olympique pour accompagner le brunch. Carl Rétino-Parazelli, bonjour. Bonjour Valérie. Ici Valérie Duhem. Aujourd'hui, au menu, Jean-François Nadeau nous présente le sport écossais le plus canadien, médaille surprenante à la montagne et les Sud-Coréens manifestent leur enthousiasme. Ce matin, à Pyeongchang, l'équipe canadienne masculine de hockey a vaincu l'équipe sud-coréenne 4-0, ce qui lui assure un rendez-vous en quart de finale. Attention, hein, c'est pas une victoire particulièrement glorieuse malgré le score. C'était convaincant au score, mais pas dans la façon. Ouais, c'était pas un magnifique spectacle. On va voir ce que ça donne au prochain tour. En biathlon, le Français Martin Fourcade a décroché une deuxième médaille d'or des Jeux aux 15 km départ groupé. En tout, il est champion olympique 4 fois, 2 fois à Sochi, 2 fois à Pyeongchang, et ça fait de lui le Français le plus titré des Jeux olympiques d'hiver. Il s'inscrit dans l'histoire. Donc, en ski acrobatique à l'épreuve de slopestyle, le Québécois Alex Beaulieu-Marchand s'est lui-même surpris. Je pense que c'est lui qui était le plus surpris en remportant la médaille de bronze la nuit dernière grâce à une deuxième descente vraiment impressionnante. Alex Beaulieu-Marchand, ou ABM, tel qu'il est connu dans le circuit, avait participé aux Jeux de Sochi. Il a fini 12e, mais les 4 dernières années ont été une enfilade de blessures. La saison dernière, une grosse commotion cérébrale. Cette médaille est donc une surprise. Il a dit, lui, qu'avant tout, il était surtout heureux d'avoir seulement atterri sa descente. Donc, la médaille, c'était vraiment surprenant pour lui. Si vous regardez l'épreuve, ce que je vous conseille fortement, vous pourrez également apercevoir ses coéquipiers de ski acrobatique, les bosseurs Michael Kingsbury, Philippe Marquis et Marc-Antoine Gagnon, qui sont au pied de la piste, oui, torse nu sous le manteau, avec les lettres ABM sur la poitrine. C'est pas très olympique, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Il y a une belle fraternité au sein de l'équipe de ski acrobatique. On voyait aussi les gars au bas de la pente quand Olivier Rochon a fait sa qualification cette fin de semaine. Olivier Rochon qui est un vétéran mais une recrue en même temps, là, qui en est à ses premiers Jeux olympiques mais qui a quasiment 12 ans d'expérience. Mm-hmm. C'était beau de voir les gars s'entraider comme ça. Oui, c'est ça, très très enthousiastes les uns pour les autres. Le Canada excelle en curling, comme nous le démontre la médaille d'or remportée à l'épreuve mixte la semaine dernière. Pour l'instant, ça se passe un peu moins bien pour les équipes féminines et masculines, les hommes ayant perdu leurs 2 premiers matchs, les femmes ayant enregistré 3 défaites avant de se ressaisir et d'enregistrer 2 victoires ensuite. Le Canada a beau être une puissance, peu de gens peuvent se vanter d'en connaître les origines. Jean-François Nadeau, c'est pas jeune le curling. Oh, c'est né il y a très très longtemps, en fait, hein. On pense, quand on regarde les vieilles toiles des grands maîtres hollandais, Bruegel père, on a des scènes lointaines où on voit des gens qui poussent des pierres. Alors, on se chicane entre les Écossais et les Néerlandais pour savoir d'où ça vient exactement. En tout cas, c'est vraiment en Écosse que c'est vraiment inscrit comme un vrai sport. D'ailleurs, c'est une pierre qui vient d'une île d'Écosse qu'on utilise, un granit particulier. On utilise la même tout le temps, là. C'est toujours la même pierre? Ben non, c'est pas toujours la même pierre parce qu'on en change quand elles sont usées, mais c'est des pierres elles sont standardisées. Un peu moins de 20 kilos chaque pierre, 19 kilos et des poussières pour chaque pierre. Donc, elles sont standardisées, mais pendant très longtemps, elles ne le sont pas. On sait qu'aujourd'hui, le Canada est... Si vous êtes un bon joueur de curling, vous avez des bien bonnes chances d'être quelqu'un qui vient du Canada, canadien ou autre, mais en tout cas, le curling a ceci de particulier qu'il arrive ici avec la conquête anglaise. Hein. Le 13 septembre 1759, les soldats écossais du 78e régiment des Fraser Highlanders, qui sont des Écossais, donc avec le kilt, chargent les troupes du général Montcalm avec une à baïonnette, bien sûr, mais avec l'épée à la main, une épée qui leur est propre, la clépeg qui coupe des 2 côtés. Hein, et donc, ils vont repousser ce qui reste des troupes françaises. Et c'est eux, avec la permission du général Murray, qui vont commencer pour se désennuyer d'avoir conquis cette ville fortifiée, Québec, à jouer au curling. On manque pas de glace en plus ici. Non, on manque pas de glace. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas la fameuse pierre. Ils vont faire fondre des boulets de canon. Hein, ils en ont la permission de leurs généraux. Et c'est avec ça, des galettes de boulets écrasés un peu, qu'on commence à jouer
ici au curling. Et c'est à Trois-Rivières, où il y a des forges et où il y a une grande quantité de fer de surface qu'on va forger parce qu'on n'est pas capable d'importer du granit. Enfin, on pourrait. Moi, c'est un peu délirant quand même d'importer à ce moment-là, alors qu'on a toutes sortes de nécessités, des pierres. Il y a d'autres priorités. Oui, c'est ça. Alors, on va forger les premières pierres de curling canadiennes qui ressemblent, dit-on, à l'époque, essentiellement à des grosses théières. C'est à Trois-Rivières, ça. À Trois-Rivières, oui. Et le premier club de curling en Amérique du Nord, il est à Montréal. Il existe toujours, d'ailleurs, c'est le club de curling Royal Montreal, dont le nom à l'origine, en fait, est le Royal Montreal Curling Club. Le nom a été traduit beaucoup plus tard. C'est une vingtaine de marchands écossais, pour la plupart, qui, en 1807, se retrouvent ensemble pour former ce club, qui existe toujours. Hein. Il est sur la rue Maisonneuve. À son adresse actuelle, il est là depuis 1912. Donc, c'est le plus vieux club en Amérique du Nord. Aux premiers Jeux olympiques, en 1924, cette épreuve-là, le curling est présenté, mais il faut attendre la fin du 20e siècle, 2006, si je me souviens bien, pour qu'on reconnaisse que à ces premiers Jeux, le curling était vraiment une épreuve olympique et on a accordé le titre olympique aux joueurs de curling de 1924 de façon rétrospective, a posteriori. Pendant 68 ans, le curling n'est pas aux Jeux olympiques. Au mieux, ce sera un sport de démonstration. Les Jeux de Nagano vont accueillir pour la première fois en 1998 le retour du curling. Je le disais, qui a été plus ou moins délaissé, qui n'est au fond qu'un sport de démonstration pendant toutes ces années-là, pendant 68 ans, en fait, quelque part par là. Et depuis ce temps-là, le Canada s'illustre de façon extraordinaire, tant chez les hommes que chez les femmes, ce qui fait du Canada certainement le plus grand défenseur du curling pour le maintien du curling aux Olympiques. Il faut savoir aussi que la Fédération mondiale de curling a été fondée au Canada en 1966 à Vancouver. Encore une fois, si vous êtes un joueur de curling, toutes les chances sont que vous soyez Canadien. Merci Jean-François. Merci. La personnalité du jour, vous ne l'avez probablement jamais rencontrée, mais vous l'avez certainement remarqué si vous avez regardé des compétitions de patinage de vitesse. Aujourd'hui, nous avons choisi le public coréen à l'aréna de Gangneung. Il y a 12 000 places et si sur pas mal de sites olympiques, on remarque que les gradins sont plutôt vides, c'est absolument pas le cas lors des épreuves de patinage courte piste. Le public est partout ailleurs plutôt rangé, le public sud-coréen, mais pas sonore, pas très turbulent, mais quand un athlète sud-coréen se présente à la ligne de départ, la foule se lève d'un bond, même si c'est juste une vague de qualification, il s'emporte. Parce que le patinage courte piste, c'est un des rares sports d'hiver pour lequel la Corée du Sud excelle. Avant les Jeux de Pyeongchang, ça je trouve ça vraiment intéressant comme donnée, la récolte totale de médailles olympiques hivernales de la Corée s'élevait à 53, donc 42 gagnés en patinage courte piste. C'est là le pays du patinage courte piste, comme le longue piste aux Pays-Bas, le ski de fond en Norvège ou le soccer au Brésil. C'est vraiment là où ça se concentre. On l'a vu avec la médaille de bronze controversée de la Canadienne Kim Boutin, qu'elle a gagnée à la suite de la disqualification d'une adversaire sud-coréenne. Elle a été assaillie d'insultes de la part des supporters locaux. C'était pas facile pour elle. Le président sud-coréen a assisté d'ailleurs à des épreuves de patinage courte piste et on remarque aussi les meneuses de claques nord-coréennes, ce groupe assez fascinant de jeunes femmes plutôt identiques qui font des chorégraphies très, très rythmées et très synchronisées. Elles chantent la même chose. Elles chantent la même chose, elles bougent au même rythme et si en général elles brandissent le drapeau de la Corée unifiée qui a été utilisée donc à la cérémonie d'ouverture, eh bien, en patinage de vitesse courte piste, elles montrent souvent le drapeau de la Corée du Sud, ce qui n'est pas du tout dans leur habitude. Le patinage de vitesse a fait son apparition au pays seulement en 1982 et c'est depuis les Jeux de l'Île-à-Mer en 1994 que le pays est reconnu comme une puissance, aux côtés du Canada, bien sûr, on le sait, des États-Unis et de la Chine. La Corée du Sud n'a pas vraiment de tradition avec les sports d'équipe professionnels comme le hockey, le football, le baseball. En Corée du Sud, la tradition n'est pas très à la compétition intra-Corée, en fait, entre les villes de la Corée. Les Coréens, en général, préfèrent beaucoup se mesurer à d'autres pays. Et ils n'ont pas, justement, de ligue. Alors, eux, le samedi soir, ils regardent du patinage de vitesse courte piste. En ce moment, là, c'est un mélange de Coupe Stanley, de championnat du monde pour eux. Là. C'est vraiment la grosse affaire. Et ils le font sentir aux abords
Et c'est intéressant, pour l'anecdote, j'avais assisté à l'entraînement de l'équipe canadienne de courte piste avant les Jeux olympiques, et le relais masculin s'entraînait en écoutant, en fait, il s'entraînait, il faisait une course simulée avec la trame sonore d'une ambiance d'aréna, finalement, et ça change vraiment la donne. Je sais pas si c'était précisément pour les Jeux de Pyeongchang, sachant que l'ambiance serait forte à l'aréna de Gangneung, mais chose certaine, ça change la dynamique de la course quand la foule s'emballe. Mais c'est certain, et les patineurs de vitesse étaient très heureux que les Jeux se tiennent en Corée du Sud, justement dans un pays où leur sport est si populaire, où on va avoir une attention particulière. Carl, qu'est-ce qu'il y a sur ton radar ce soir et demain? Plusieurs choses. D'abord, en hockey féminin, c'est les demi-finales qui débutent. D'abord, ce soir, 23h10, les États-Unis qui affrontent la Finlande. Et demain matin, c'est au tour du Canada de se mesurer aux athlètes de Russie. C'est à 7h10. Donc, pour le rappel, le Canada qui a battu les Américaines plus tôt dans le tournoi, 2-1. Un match serré comme on les aime. Le Canada est en quête d'un 5e titre olympique consécutif. Par contre, les Américaines ne sont pas des adversaires battus pour autant. Elles ont gagné les 3 derniers championnats du monde. Ouais. Donc, c'est toujours une rivalité très, très forte entre le Canada et les États-Unis. Selon toute vraisemblance, ils vont se retrouver en finale. Et ça, si tout va bien, ça va se dérouler mercredi à 23h. Ce soir, il y a également de la danse sur glace en patinage artistique. C'est à partir de 20h, donc nos porte-drapeaux canadiens qui seront en action, Tessa Virtue et Scott Moyer. Ils sont champions du monde en titre, ils sont médaillés d'or de Vancouver, mais ils ont perdu leur titre à Sochi il y a 4 ans, ont terminé 2e. Donc on devine qu'ils vont vouloir récupérer le titre perdu. Le programme court, c'est ce soir et le programme libre est prévu demain. Donc on les surveille attentivement. Et là, demain matin, je ne sais pas si tu aimes le bobsleigh, Valérie? Pas pire! Je comprends rien. J'aime ça. C'est comme associé aux Jeux d'hiver. On regarde jamais de bobsleigh, mais dans les Olympiques, on dirait qu'on se découvre un amour pour le bobsleigh. Donc, les premières médailles se donnent demain en bob à 2, comme on dit dans le jargon. C'est chez les hommes, les descentes 3 et 4. Et on a de vraies très bonnes chances de médailles. L'équipage de Justin Cripps est en 2e place actuellement à l'issue des 2 descentes. Ils sont seulement à 1/10 de seconde de la première place occupée par des Allemands. Donc, ça regarde plutôt bien. Et Cripps, c'est pas n'importe qui. Il a terminé 6e à Sochi, 2e au dernier championnat du monde. Et pour la petite anecdote, il y a un rituel d'avant-course, ce Justin Cripps. Il respire de l'huile de menthe poivrée avant chaque course pour se vivifier peut-être. Ah, genre respirer demain matin, voir si ça me donne un coup de main pour avant d'écrire un bon texte ou de... Ben oui, pour écouter le hockey là, à 7h, là, peut-être que ça va... Donc, le bobsleigh, ça débute à 6h15 demain matin. Et dernière suggestion, du patinage de vitesse longue piste, c'est le 500 mètres chez les hommes. Ça, c'est 1 tour et quart de piste. Ça va très, très vite, là, en gros 34 secondes et c'est fait. Donc, faut pas manquer ça. À surveiller 2 Québécois, Laurent Dubreuil, une médaille d'or cette année en Coupe du Monde. Donc, c'est plausible pour lui de répéter cet exploit-là. Et aussi Alex Boisvert-Lacroix, lui, 2 titres cette année en Coupe du Monde et 3e au championnat du monde en 2016. Donc, ça va être intéressant à surveiller, surtout que ce gars-là, Alex Boisvert-Lacroix, c'est un grand gars. On pourrait deviner que des gars de 500 mètres sont plus explosifs, donc plus petits. Lui fait 6 pieds 3 pouces, 200 livres. Alors, disons que le départ est peut-être plus lent que certains autres compétiteurs, mais sur le tour au complet, il est assez rapide. Donc, c'est 6h50 cette épreuve-là. C'est vraiment une épreuve impressionnante à regarder. Très impressionnant. Merci beaucoup, Carl. C'est tout pour le Devoir des Anneaux. C'est aussi ce qui marque la mi-temps des Jeux olympiques de Pyeongchang, déjà la moitié de fait. Si vous venez de passer une semaine à regarder des épreuves ou si vous voulez simplement tester vos connaissances, allez faire un tour sur le site de The Guardian qui propose un quiz numérique. En fait, on nous montre des photos très, très zoomées d'équipements des Jeux olympiques et on doit découvrir c'est quel sport. En fait, ça contribue à quel sport. Moi, je pensais que ça serait facile, mais pas du tout. C'est assez surprenant et c'est amusant de voir les équipements de si près. Merci, Carl Rétino-Barazelli. Merci, Valérie. Merci, Jean-François Nadeau. Et merci à Félix Deschênes au son. On se retrouve demain.